Dreamcast, ce système devait être pour Sega la console next-gen du moment. Elle devait relancer la marque après un échec cuisant avec la Saturn. Ce doux nom, Dreamcast, est sans doute la console préférée des fans de Sega. Elle avait tout pour réussir. Elle était élégante. Elle a une puissance à faire pâlir la concurrence, facile à développer, un OS conçu par Windows, Internet, bref, la totale. Mais voilà, les ventes ne décollent pas comme l'avait espéré Sega. Alors, pourquoi ce semi-échec ? Retour sur la dernière ligne droite qui a mené la firme au hérisson à devenir développeur. Dès 1997, Sega commence le développement de Dreamcast sous deux noms de projets, la Black Belt et la Dural. Pendant plusieurs mois, l'équipe de développement teste les deux prototypes. C'est donc la Black Belt qui l'emporte. Mais voilà, Sega veut absolument proposer une console abordable et puissante. Ainsi, la carte 3D FX n'est plus retenue et laisse place au PowerVR de NEC, aussi puissant, mais surtout moins cher. Le nom du projet final est nommé code Katana. C'est en 1998 que Sega dévoile alors le nom définitif de sa console, la Dreamcast. Elle est la première console 128 bits faisant partie de la 6e génération. Elle sort en novembre 1999 chez nous, soit presque un an après le Japon. Pour Sega, c'est une technique commerciale afin de prendre de l'avance sur le marché des 128 bits. En effet, à cette époque, Sony avait presque le monopole du jeu vidéo avec sa PlayStation. Nintendo, de son côté, continuait sa route avec sa Nintendo 64, mais l'arrivée et le succès de Sony sur le marché a fait très mal aux deux constructeurs. Sega compte bien reprendre ce qu'il a perdu avec la Dreamcast. Elle dispose de caractéristiques très impressionnantes pour l'époque, un processeur condensé à 200 MHz, 3 millions de polygones par seconde ainsi que 16 MO de RAM et 8 MO pour la mémoire. Si on compare avec une PlayStation, la Dreamcast était 10 fois plus puissante, en revanche moins puissante que la PlayStation 2, mis à part pour la mémoire vidéo qui était 2 fois plus importante sur la console de Sega. Les couleurs des images sur Dreamcast étaient donc beaucoup plus éclatantes et moins ternes. Sega a opté pour le GD-ROM, qui est d'ailleurs le seul propriétaire de ce format. Il pensait que celui-ci serait inviolable avec le piratage car le gravage se faisait en sens inverse d'un gravage classique. Malheureusement, cela n'y a rien changé. Pour aller encore plus loin dans l'innovation, Sega dote sa console d'un modem. Alors 56 kbps pour les USA et le Japon, contre 33,6 kbps pour l'Europe. C'est donc la première console à proposer le jeu en ligne, d'aller sur le net et l'envoi de mails. Au Japon, le service avait été testé sur Saturn quelques temps avant la sortie de la Dreamcast. Sega continue d'innover justement avec le pad. Il dispose pour la première fois de 2 gâchettes qui se révèlent un régal pour les jeux de course. Elle possède aussi de 2 encoches pour brancher le Rumble Pack et surtout la carte mémoire appelée le Visual Memory. Celui-ci a un écran crypto-liquide et qui devait servir à utiliser des mini-jeux, mais très peu utilisés. La Dreamcast dispose par ailleurs de 4 ports pour jouer à plusieurs. D'autres accessoires ont vu le jour comme le clavier, le micro, le pistolet, etc. etc. Lorsque Sega décide de réaliser sa campagne marketing, les différents budgets publicitaires sont complètement différents selon les pays et continents. Alors, rien qu'en Europe, Sega investit 75 millions d'euros en pub pour l'Angleterre, contre seulement 15 millions en France. Aux USA, les Américains pouvaient voir des montgolfières avec le logo de Dreamcast. Alors, erreur marketing ou problème d'image de marque pour Sega, à voir. Pourtant, en Europe, les spots publicitaires ne sont pas très nombreux pendant et après le lancement. Sega préfère sponsoriser des événements ou réaliser des partenariats comme avec une marque de voiture. Mais d'après certains, Sega aurait dépensé beaucoup d'argent inutilement dans la communication en oubliant les pays comme la France où la marque avait un sérieux problème d'image de marque causé par la Saturn. On peut conclure que Sega a peut-être mal estimé le marché. Sega aurait investi en France un total de 15 millions d'euros pour le lancement de sa nouvelle console de jeu. La Dreamcast dispose donc d'une technologie plus puissante que celle de ses concurrents, 128 bits, et permet de se connecter à Internet. Le plan marketing a démarré quelques mois avant sa sortie avec une tournée de démonstration puis de sponsoring sur TF1 et France 2, mais le gros du dispositif a débuté courant mai 1998 avec l'habillage d'écrans publicitaires de M6 et Canal, de spots TV et de l'affichage dans les métros parisiens. Des annonces dans la presse spécialisée et grand public, des spots radio et un film cinéma diffusé avant Star Wars complètent une opération qui a pour but de relancer Sega sur le marché des consoles.
La marque japonaise en était absente, sa Saturn ayant été distancée par Sony PlayStation, 80% de part de marché, et Nintendo 64, 20%. Sega table sur une part de marché de 30% en l'espace de quelques mois après le lancement, soit 250 000 à 300 000 consoles vendues, et compte franchir le million de Dreamcast avant Noël 2000. Lors du lancement aux USA, Sega avait annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires proche de 100 millions de dollars, à vrai dire à 1700 francs. Pour l'époque, la console reste très abordable pour un système nouvelle génération. En plus de son prix attractif, Sega voulait faire de la Dreamcast la console nouvelle génération en proposant Internet. Alors le joueur avait juste à brancher sa console sur une prise téléphonique depuis le modem de la Dreamcast et à payer la facture au prix d'un tarif local. Lancé à 33,6 kbps par seconde, vous avez la possibilité de lire vos mails grâce à un portail spécialement développé par Sega pour les joueurs. Pour attirer de nouveaux clients, Sega développe des jeux online comme le fantastique Phantasy Star Online, qui est resté pendant longtemps un des meilleurs jeux massivement multijoueurs en ligne. Un clavier sort un mois après la sortie française, mais malheureusement très peu d'éditeurs tiers croient aux jeux en ligne, ils préfèrent développer des jeux dits classiques. Tout commence en octobre 2000, des rumeurs circulent sur le net concernant le choix de Sega de développer sur d'autres consoles que la Dreamcast, mais elles ne sont pas vraiment prises au sérieux. Sauf qu'en janvier 2001, les comptes de Sega sont au plus bas et surtout une perte en 6 mois de plus de 100 millions de dollars. Une décision est à prendre. Ainsi, le web s'enflamme par des rumeurs sur l'arrêt de la Dreamcast et sur sa distribution. Il aura fallu attendre fin janvier 2001 pour avoir la confirmation de la future stratégie de Sega. À partir de ce moment-là, tout s'empile comme des Lego. D'abord, Sega annonce qu'il développera sur la future Xbox de Microsoft, puis PlayStation 2 et enfin GameCube. Ensuite, il annonce rapidement l'arrêt de la Dreamcast, courant mars de la même année. Et mi-2001, c'est Big N qui se charge de la distribution européenne avec comme slogan « Dreamcast, conçu pour durer ». Dans la foulée, sur les 100 titres annoncés par la firme, ce sont 10 titres seulement que l'on retrouve dans les rayons. Half-Life, Argata de chez No Cliché et bien d'autres sont tout bonnement annulés. Les magazines 100% Dreamcast s'arrêtent les uns après les autres et la décision prise par Sega prend de court tout le monde et surtout nous, les joueurs. On espérait voir la Dreamcast continuer un peu plus longtemps. Pourtant, même si les ventes ne sont pas exceptionnelles, elles restent tout de même correctes. Notez que 11 millions de consoles ont trouvé preneur en seulement 2 ans. Le papa de Sega meurt en mars 2001. Mais à partir de ce moment, les directives vont changer pour Sega Corp, comme la fusion, le rachat, etc. Quand la firme lance la Mega Drive, ce fut un succès planétaire. Tout le monde voulait une Mega Drive, mais ce fut la seule console de Sega ayant réellement percé. La firme au hérisson se croyait intouchable, innove en masse en proposant des consoles qui s'adaptent sur d'autres, telles que la 32X ou encore la Mega CD. Ces petites fantaisies ont coûté très cher à Sega. Et puis, vient la Saturn, tout droit sortie d'orbite. Elle propose un hardware intéressant, mais qui ne correspond pas à un public européen ni même USA. Cela engrange des pertes énormes pour Sega, et pour l'époque, la firme avait reçu un sacré coup de couteau pour sa notoriété et son image de marque. Ainsi, le manque d'argent et l'inégalité marketing entre les différents pays ont provoqué le non-succès de la Dreamcast. Sega a quand même retenu les leçons du passé en faisant de la Dreamcast accessible à tout le monde, des jeux magnifiques, une ludothèque de qualité et un véritable bonheur à développer. Mais sans argent, on ne peut pas faire grand chose. Sega a soutenu son bébé autant de temps qu'il aura pu, mais les caisses se vident et la PlayStation 2 fait un carnage. Comment la Dreamcast a pu échouer ? Pour moi, Sega n'aurait jamais dû sortir une console aussi tôt et plutôt se refaire une petite santé avec son portefeuille de licences en objets dérivés par exemple comme pour le dessin animé avec Sonic. Bref, la Dreamcast avait tout pour réussir et peut-être avoir une durée de vie un peu plus longue si Sega n'avait pas fait d'erreur ultérieurement avec ses 32X et autres méga CD. Allez, on termine cette émission dans la joie et la bonne humeur avec mon top 10 à moi. Et oui, puisque j'ai choisi pour vous les jeux que j'ai kiffé, grave quoi. Donc ils sont peut-être pas forcément extrêmement bien notés, quoique la plupart oui. Et ils sont pour la majorité même innovants. Bref, repartons encore une dernière fois dans le passé avec la Dreamcast. C'est parti.
Du déjanté, de la course de ouf et des marques de partout, c'est Crazy Taxi, l'un des meilleurs jeux d'arcade de tous les temps sur console. Crazy Taxi est simplement énorme. Le principe est simple, vous parcourez la ville pour choper le plus de clients possible en leur faisant peur, en utilisant des décors dans un temps imparti et empocher le plus d'argent possible. Une jouabilité ultra simple et un décor très coloré. En clair, l'essayer, c'est l'adopter. A l'époque, et même encore maintenant, Virtua Tennis renferme des graphismes, une jouabilité et un décor époustouflant, sans oublier la durée de vie qui est tout simplement énorme. Un choix de joueurs exceptionnel. Bref, que vous soyez pro ou débutant, je suis sûr que Virtua Tennis vous plaira, et pour preuve que la Dreamcast en a dans le ventre. Skies of Arcadia avait fait des émules à l'époque, ainsi la Dreamcast est propulsée dans la course aux consoles pour les jeux de rôle. Les développeurs ont fait un véritable travail d'orfèvre sur les graphismes très détaillés. Aussi beau que long, Skies of Arcadia est à posséder absolument dans sa ludothèque de joueurs. Quand le soft arrive dans les rayons, la presse et les joueurs s'enflamment. Un level design original et jamais vu sur console. Jet Set Radio frise la perfection tant que les décors, les personnages et l'environnement sont tout simplement magnifiques. Avec votre peinture, réalisez simplement des graffitis et défiez des gangs de rivaux. Une idée simple mais terriblement efficace qui ravira les grands joueurs comme les néophytes. La Dreamcast nous a réservé pas mal de surprises pendant sa courte durée de vie et Soul Calibur en fait partie. Une avalanche de beauté, une jouabilité extraordinaire, une durée de vie exemplaire et surtout des personnages détaillés comme on ne l'avait jamais vu sur console. Soul Calibur est l'un des meilleurs jeux de combat jamais réalisés et en plus c'est sur Dreamcast. Sega voulait frapper fort avec sa licence phare. On va dire que c'est réussi. Sonic Adventure est absolument magnifique, des graphismes époustouflants avec un décor d'une rare beauté et surtout toujours plus rapide, attention aux yeux. Et oui, tous les mercredis à l'époque sur Fun TV, il y avait Fun Player et ce jour-là, ils avaient présenté pour la première fois le trailer de Resident Evil sur Dreamcast. Je me suis dit dans ma tête, impossible. Alors c'est vrai que c'était une scène en image de synthèse, mais Dieu que c'était beau. Puis sort le jeu. En y jouant, on se rend compte rapidement que tout le jeu est tout simplement exceptionnel. Capcom a réalisé un super travail sur la Dreamcast, les fans ont donc adoré. C'est mon jeu de prédilection, franchement j'avais hésité à le mettre en première place mais je me suis contenu. Le nombre d'heures passées en réseau avec PSO est tout simplement impressionnant. Armé de mon clavier et de ma manette, j'ai tué, j'ai évolué et j'ai discuté avec des potes. Malgré une connexion de 33 kbps par seconde, PSO ne laguait pas, ne buguait très rarement. La Sonic Team a là encore réalisé un jeu exceptionnel avec un environnement grandiose et une durée de vie quasi illimitée. Il mérite franchement nos applaudissements. Qui oserait me contredire? Toi? Mais alors je m'en fiche royalement parce que c'est mon top 10 et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, c'est tout. Alors en clair, Power Stone c'est pour moi le jeu de baston le plus fun de tous les temps. Il est jouable jusqu'à 4 joueurs, on se balance des tables, des chaises, bref tout ce qu'il peut y avoir sur les décors. Après avoir été sérieux avec Soul Calibur, on relâche la pression et on s'éclate comme des fous avec Power Stone. Entre graphismes exceptionnels et jouabilité quasi parfaite, ça fait partie des jeux à posséder sur Dreamcast. Voici maintenant le numéro 1, c'est Shenmue 2, et oui, parce qu'il est toujours à mon humble avis le jeu le plus beau sur console jamais sorti. La Dreamcast s'équipe d'un phénomène vidéoludique et repousse à l'extrême les capacités de la bête de Sega, mais surtout signe l'un des derniers hits de la Dreamcast. Le soft offre une liberté à toute épreuve et des graphismes d'un nouveau genre, dommage toutefois que Sega n'ait pas réalisé une campagne publicitaire à la hauteur de ce chef-d'œuvre. Voilà, Mission 10 c'est terminé avec plusieurs mois d'attente, et oui, puisque j'avais, on va dire, des petits problèmes avec Internet pendant plus d'un mois. Rien du tout, niet, nada, donc ça a un petit peu reporté. En attendant,
Mais j'espère qu'elle vous aura plu cette émission, et puis n'hésitez pas à critiquer positivement ou négativement. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle émission Mission Oldies, donc le mois prochain pour la Nintendo NES. D'ici là, bonnes vacances et puis bon courage à tous ceux qui travaillent. Salut, ciao, bye.